Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer une question assez complexe et qui nous prendra plusieurs podcasts, à savoir celle des conséquences de la récente aventure qui s'est produite en Venezuela, à savoir l'enlèvement, le kidnapping, pour certains du président Nicolás Maduro, par la seconde administration de Trump, et de comprendre quelles peuvent être les conséquences à la fois pour la Chine et pour Taïwan. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aussi à Taïwan par rapport à cet événement, par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir sur la Chine. Et donc on va essayer d'un peu voir tout cela, d'un peu analyser l'événement en lui-même, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, les motivations des États-Unis de la seconde administration de Trump, savoir comment est-ce que ça peut jouer sur les relations avec la Chine, puisque la Chine est extrêmement présente en Amérique latine et donc dans le monde sud-américain. On va y revenir, on précisera tout cela, et aussi pour Taïwan, c'est-à-dire est-ce que il y a un précédent ou non par rapport à Taïwan, est-ce que c'est un problème lié à l'équilibre des relations de force et à l'ordre international. Beaucoup de situations, de questions complexes à régler à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de Venezuela, États-Unis, ensuite par rapport à la guerre, à la lutte d'influence dans le monde entre les États-Unis et la Chine. Que signifie et montre cet épisode, puisque c'est devenu maintenant le premier point, on va dire, d'inflexion de l'administration américaine, puisque la Russie n'est plus vraiment mise du côté des ennemis, et que la Chine reste en fait est vraiment le rival stratégique numéro 1. Même si, bon, évidemment, on l'a déjà dit, ça peut paraître stratégiquement extrêmement bizarre de ne pas chercher à affaiblir le principal allié de la Chine, à savoir la Russie. Mais bon, c'est une stratégie dont on va aussi parler, c'est-à-dire la stratégie de l'action indirecte. Hein. Et c'est d'ailleurs sans doute ce sur quoi on peut un peu commencer pour essayer d'analyser un peu en fait la manière dont la seconde administration Trump gère les relations internationales. Donc la première chose qu'on peut dire par rapport à la manière dont la seconde administration Trump gère les relations internationales, c'est que Trump ne se situe plus, introduit une révolution, on va dire réactionnaire, qui diffère de ce qui avait été la révolution néoconservatrice. Donc les néoconservateurs américains, c'était donc tout un ensemble de personnes au sein des administrations précédentes et surtout au sein de l'administration Bush qui avaient cette idée d'une autre grandeur de l'Amérique qui passait par la défense des intérêts américains sous couvert plus ou moins légitime, plus ou moins réel, plus ou moins honnête de la diffusion de la démocratie en passant par des changements de régime s'il le fallait. Et bien entendu, derrière tout cela, on le sait, il y avait toujours aussi des questions de vente d'armes, des questions d'appareils technico-militaires, de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, et évidemment aussi les questions du pétrole. C'est-à-dire que dans l'invasion de l'Irak, par exemple, on sait il y avait des questions donc qui étaient liées donc à Saddam Hussein, avec la volonté ça a commencé par la mise hors de service donc de Saddam Hussein. Il y avait aussi des questions d'armement, des questions de vente d'armes, des questions d'implication des grands partenaires du complexe militaro-industriel américain. Il y avait aussi des éléments liés à l'accès au pétrole, comme au Venezuela, mais il y avait aussi l'idée de protéger certaines minorités, l'idée d'essayer de faire un changement de régime face à un régime dictatorial.
Et c'était ça l'idée donc de ce néocons, qui était très lié d'ailleurs sur le Proche-Orient, le Proche-Moyen-Orient, avec cette idée du Nouvel-Orient. On voit ici que avec Trump, on est dans un autre logiciel. Tout d'abord, chez Trump, il y a eu d'abord le premier logiciel. Il y a plusieurs éléments qui se mêlent. Le premier élément, c'est d'abord l'idée de Make America Great Again avec une tentation isolationniste, c'est-à-dire d'abord de ne pas assimiler des affaires des autres pays. Ou plus exactement, là on comprend mieux maintenant, c'est pas exactement un isolationnisme qui reste aux États-Unis, c'est essayer d'interférer, essayer de s'impliquer le moins possible en termes humains dans les interférences extérieures, comme on le voit au Venezuela. Une opération extrêmement précise, extrêmement rapide, qui a donc décapité le pouvoir vénézuélien en exfiltrant donc l'ancien président Maduro le 3 janvier 2026 avec cette opération américaine Absolute Resolve. Donc on va un peu revenir sur cette opération. Donc cette opération, elle a mobilisé 150 aéronefs et pour la première fois dans l'histoire militaire américaine, des drones d'attaque unidirectionnelle du suicide. Donc là, on voit l'influence du champ de bataille ukrainien. Donc cette opération elle s'est déroulée en 2 temps. D'un côté, les forces américaines ont bombardé les infrastructures du nord du Venezuela afin de neutraliser la défense aérienne. Et de l'autre, il y a une force d'arrestation, les services spéciaux, qui ont attaqué le complexe de Maduro à Caracas et qui donc ont enlevé l'ancien président du Venezuela et son épouse Cilia Flores. Alors quand on dit président du Venezuela, il faut préciser à savoir que on va y revenir, savoir que du point de vue des observateurs internationaux, Maduro était le président illégitime du Venezuela au sens où les élections de 2024 auraient été truquées. Donc la situation au Venezuela, en fait, elle a été aussi extrêmement complexe. Depuis 2010, le pays est confronté à une double crise économique avec la chute de ses revenus pétroliers, qui est aussi liée à la chute de son accès au pétrole, et politique. Donc politique, pourquoi ? Parce que donc Nicolás Maduro, il a donc repris la suite du régime autoritaire d'Hugo Chavez à partir de 2013. Déjà, son élection présidentielle en 2018, les résultats, ils avaient été rejetés par 45 pays, dont les États-Unis. Il faut se rappeler qu'en 2020, il y avait une tentative de renversement de Maduro soutenue par la première administration de Trump qui avait échoué avec des opposants sur place et des forces américaines. Et sa réélection de Nicolás Maduro en 2024, elle a été qualifiée de frauduleuse par les observateurs internationaux. Et apparemment, selon les organismes indépendants, ça aurait dû être son opposant, Edmundo González, qui aurait dû être élu avec 67% des suffrages, selon les estimations, après vote. Et donc celui-ci a été poussé à l'exil. Or, la première chose ensuite, donc c'est Edmundo González, il avait été reconnu président élu légitime du Venezuela par l'administration Biden en janvier 2025. Et donc, du point de vue américain, l'enlèvement de Maduro, c'est pas l'enlèvement du président du pays, puisque celui-ci n'était pas légitimement président du point de vue des États-Unis et pas seulement des États-Unis, d'un certain nombre aussi du point de vue de l'Union européenne. Donc c'est une opération qui a éliminé un dictateur, qui a pris de façon illégitime on va dire la gouvernance du pays après des élections qu'il a sans doute perdues. Et donc de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est quelque chose de positif dans la mesure où un dictateur, un oppresseur, il faut savoir que donc pendant la période de présidence de Maduro, c'est-à-dire pratiquement 15 ans, enfin 10 ans, donc durant sa présidence, durant les 13 années de sa longue présidence, le pays a connu une chute économique extrêmement grave. Il y a eu des millions et des millions de Vénézuéliens qui sont sortis du pays, qui ont été poussés à l'exil.
du fait des conditions économiques. Donc un pays en crise économique et politique qui est donc attaqué par les États-Unis. Alors, du point de vue de cette attaque, et pour comprendre la situation par rapport à la Chine, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'enlèvement d'un président illégitime, autoritaire, donc ça peut sembler être quelque chose qui va dans la ligne en fait d'une tradition presque néoconservatrice, c'est-à-dire liée à la liberté, au fait de pousser au changement de régime vers la démocratie. Mais de l'autre, il y a aussi, mais c'était déjà le cas en Irak, mais là c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire un déni du droit international, un déni de l'indépendance des autres pays, des autres territoires, et surtout, alors que c'était caché par les autres administrations, une affirmation très claire, très nette, du fait que le but, c'est pas simplement donc le narcotrafic, ça c'était le but au départ, mais le but c'est de prendre en main les ressources pétrolières du territoire. Donc c'est là que la question se pose, c'est là que c'est à double tranchant. D'un côté, cela montre la puissance, la force militaire, opérationnelle de l'armée américaine. De l'autre, c'est aussi quelque chose qui se fait en contraire au droit international et par rapport à cette double perspective, à la fois démonstration de puissance des États-Unis et dans une volonté de protéger certains semblants de démocratie, et de l'autre, en même temps, quelque chose qui se fait contre le droit international, dans une volonté simplement de s'accaparer les ressources d'un pays. Donc c'est de ces deux points de vue qu'on peut essayer de regarder quelle peut être l'influence de cette action sur la Chine en elle-même, sur la Chine par rapport à l'Amérique du Sud et sur la Chine par rapport à Taïwan dans nos prochaines émissions. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.